Bonjour à tous, bienvenue dans cette première table ronde. Donc la thématique, c'est comment fédérer la société civile. Les trois intervenants sont là. Donc Xavier Benoît, qui est là en tant que membre du comité de pilotage de l'APRE et président de la FINC. À ses côtés, Jérôme Bétrancourt de Sébastien d'Avignon, du collectif MIA, qui est facilitateur au sein de ce collectif. Et à ses côtés, Jérôme Bétrancourt de l'AD2J, c'est Au-delà du jeu. C'est une association qui porte le projet de convention citoyenne constituante. Xavier, pour commencer, est-ce qu'on peut faire juste un point sur la forme de l'après? Pourquoi, avec une espèce de triple question, pourquoi cette forme d'un collectif qui n'a finalement pas de portage identifié, qui peut intriguer? Pourquoi ça peut marcher? Et pourquoi miser là-dessus? Pourquoi cette forme? En fait, donc, comme ça a été rappelé, l'idée c'est qu'au niveau des industriels, on s'était posé la question pendant le confinement Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, en quoi ce qui nous arrivait allait changer le monde dans lequel on vivait. Et donc on a dit faut qu'on y réfléchisse parce qu'effectivement c'est pas en quoi ça va changer, c'est le monde a changé et comment est-ce qu'on doit être acteur de ce changement. Donc on s'était, au début on était trois à réfléchir à la question, et donc on a ouvert nos réflexions et puis ça a largement dépassé le cadre des industriels calédoniens, et tant mieux. Et je crois que la forme de l'après, effectivement, quelque chose d'assez mouvant avec des gens qui viennent, qui sortent, qui se raccrochent, qui réfléchissent, etc. Et qui intrigue. Maintenant que ça devient public, ça intrigue. Mais je pense que ça intrigue parce qu'effectivement, c'est l'expression d'un collectif d'acteurs civils. C'est des gens qui ont envie d'exprimer quelque chose, qui ont parfois réfléchi. Ceux qui sont à côté de moi, ça leur est déjà arrivé de réfléchir à ces questions-là. Et donc, effectivement, c'est sûrement ce qui intrigue. On a toujours besoin, que ce soit en Calédonie ou dans le reste du monde, de mettre les gens dans des boîtes. Il faut qu'on soit de telle entité ou on ait telle idée. Il faut qu'on ait un raccrochement à tel parti politique, qu'on ait un raccrochement à telle fédération patronale, et ça. Et là, effectivement, typiquement, ce collectif, c'est tout sauf ça. Ce sont des gens qui, sur des idées, sur une volonté de faire évoluer la société calédonienne, se disent ça nous intéresse. On a réfléchi, on a des idées, et donc on s'est rapproché. Et je pense que ce qui interpelle particulièrement, c'est que il y a des idées et que la mayonnaise commence à monter. Et donc effectivement, 2-3, on est maintenant plus de 100 à se réunir régulièrement, et puis on commence à réfléchir à derrière qu'est-ce que ça va donner. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui interpelle, et c'est ça qui est étonnant, et c'est pour ça que cette première table ronde est intéressante. C'est une fois que la société civile elle a réussi à faire monter sa mayonnaise, qu'elle arrive à exprimer quelque chose, comment est-ce qu'on transforme l'essai pour que cette réflexion elle devienne action en Nouvelle-Calédonie. Du coup, Sébastien, vous qui êtes issu, vous êtes dans le collectif MIA, vous avez rejoint l'APRE il y a peu. Le collectif MIA, finalement, c'est le même type de démarche, en tout cas de rassembler des acteurs de la société civile pour réfléchir et construire. Pourquoi rejoindre? Comment ça se retrouve et à quel moment ça va fonctionner? Pourquoi il faut multiplier les... Parce que vous y croyez, forcément, ça va fonctionner? Oui, je crois que ça va fonctionner. C'est juste une question de timing pour repréciser les choses, c'est-à-dire que le collectif MIA, lui, s'est créé en 2019, a vraiment pris forme avec les manifestations des étudiants pour l'urgence climatique. Ça s'était vraiment formalisé en septembre 2019. Donc c'est un collectif qui était avant tout orienté sur la protection de l'environnement sous toutes ses formes, et avec une forte présence de la jeunesse du pays. Donc, nous, on ne parlait pas du tout d'après, puisqu'à l'époque, cette notion d'après, qui était fortement associée au Covid, était totalement inexistante. Et donc, on a nous-mêmes, en début d'année, organisé des ateliers thématiques sur des thèmes très proches de ceux qui ont été repris par l'après. Et quand on a appris les travaux de l'après, eh bien, on s'est dit pourquoi pas rejoindre et mettre en commun nos forces. Et c'est comme ça que plusieurs personnes qui participaient aux ateliers du collectif MIA, qui était vraiment avec une étiquette environnementale forte, ont rejoint le collectif MIA, dont j'ai fait partie, moi, du groupe justement développement durable. Et depuis le début, en gros le 20 avril, la sortie de confinement, on s'est réunis régulièrement. Alors au départ, on était tous un petit peu
à se regarder de travers en disant, parce qu'on venait pas obligatoirement du même monde. Moi, même si je suis chef d'entreprise, je venais avec une casquette plutôt d'association environnementale, et on s'est retrouvé avec finalement d'autres citoyens qui partageaient des ambitions identiques, je dirais, sur quelque part changer un petit peu le pays ou partir sur d'autres bases. Donc aujourd'hui, est-ce que MIA rejoint l'après? Est-ce que tout ça, ça ne fait qu'un? Comment fédérer la société civile? Je crois que c'est le thème qu'on va continuer de creuser. Alors, Jérôme, à vos côtés, avec la D2J, porte un outil, en tout cas une idée d'outil, cette convention citoyenne constituante. Cette idée-là, ça peut être une première piste. Ça en est où? C'est quoi? Et ça se veut une possibilité pour la société civile de s'exprimer et de participer surtout. Voilà, c'est exactement ça. Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors effectivement, moi je suis très, très content de voir toutes les forces vives qu'il y a dans la société civile, toutes les idées, toute la diversité des idées. C'est extraordinaire, il y en a dans différentes strates de la société. La vraie question après, effectivement, c'est toutes ces idées, comment intègrent-elles les politiques publiques ? Et justement, pour faire ça, aujourd'hui, il existe des outils qui sont pratiqués dans le monde et qui sont appelés, vous en avez peut-être entendu parler, des conventions citoyennes, par exemple, des forums citoyens, des jurys citoyens. Tout ça, ce sont des mécanismes qui permettent à la société civile, à un moment, de faire des préconisations, de se fédérer, c'est le thème d'aujourd'hui aussi, de se fédérer, de faire des préconisations qui, au bout du compte, ont une bonne chance, c'est pas toujours systématique, mais ont une bonne chance d'intégrer les politiques publiques, parce que nous sommes gouvernés par les politiques publiques. Donc je vais m'arrêter là, je ne voudrais pas aller trop loin dans le sujet, mais en tout cas, il y a des outils, ça fait une bonne quarantaine d'années dans le monde que ça existe, c'est expérimenté avec succès, et effectivement, l'OCDE, pour ne citer qu'elle, s'en est emparée il y a quelques mois et a publié un gros document qui fait des préconisations pour les gouvernements qui souhaiteraient s'emparer de ce type d'outils pour intégrer la société civile dans les politiques publiques. Alors, est-ce qu'on a des exemples de réussite aujourd'hui pour se baser, pour se baser sur des exemples et pour avancer? Parce que là, on entend des idées, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour que ça avance, il y a eu des choses, il y a eu des initiatives, mais est-ce qu'elles sont allées au bout dans certains pays? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que la société civile a vraiment voix au chapitre? Et comment on peut y arriver? Et est-ce que les politiques ici sont prêts? Mais ça, on va y venir après. Oui, alors l'OCDE a étudié 289 dispositifs participatifs comme ça dans une quarantaine de pays, qui sont les pays de l'OCDE. Globalement, c'est toujours un succès. Alors ça dépend de ce qu'on appelle un succès. Un succès, ça peut par exemple se matérialiser par le fait que les dispositifs comme ça participatifs, qui réunissent donc impérativement des profils très différents, généralement ils sont constitués par tirage au sort, ça veut dire qu'on a une représentation de la population mère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une société calédonienne avec un tirage au sort, vous allez avoir une représentation statistique de tant d'hommes, tant de femmes, tant de catégories socio-professionnelles, etc., etc. Donc c'est une représentation minimale de la société. Donc ces gens-là arrivent à discuter, arrivent à s'informer, arrivent à apprendre, arrivent à échanger, et au bout du compte, alors que leurs profils sont très différents, ils arrivent à être d'accord sur les recommandations du groupe à 80%. Donc voilà, ça c'est un des effets de ces dispositifs participatifs, c'est-à-dire de rassembler des vues différentes et d'arriver à les concilier. Et justement, en Calédonie, on voit bien qu'on a des vues très différentes. Mon collègue Sylvestre, tout à l'heure, rappelait que l'apport de la société mélanésienne est très important parce qu'ils ont une autre vision du monde, une autre façon de fonctionner en société, etc., par rapport à la société occidentale. Et c'est là tout l'intérêt de rassembler ces différentes visions pour en tirer quelque chose de nouveau, qui, à mon sens, sera utile pour l'après. Autre chose, la plupart des recommandations en général émises par ces dispositifs représentatifs sont suivies par les politiques. Pas toutes, mais une grosse majorité. Il y a plein d'effets bénéfiques, mais je vais encore m'arrêter là pour la suite. Après, pour la Calédonie, on ne peut pas dire que ça marche très bien pour l'instant, à mon avis. Je crois qu'aujourd'hui, le modèle calédonien, il est plutôt dans la division que dans, effectivement, l'idée de se rassembler à 80% autour d'idées qui font sens. Il y a eu des tentatives en Calédonie. Dans les tentatives qu'il y a eu, le projet NC 2025, on peut considérer que c'était une tentative effectivement de rassembler
une représentation de la Calédonie pour arriver à développer. Après, je pense que certains parleraient mieux que moi, mais effectivement, ça a implosé parce que finalement, ça pouvait gêner la représentation politique, que la société civile s'empare et prenne le dessus et puisse préconiser des choses qui fassent sens et autour desquelles des Calédoniens se rassembler, parce qu'effectivement, je pense qu'on est aujourd'hui sur la construction d'une société de division, et on se rend compte qu'on est au bout de l'exercice et que effectivement, il faut qu'on trouve une autre solution pour arriver à redonner une orientation et une vision à la société calédonienne. Oui, je suis d'accord avec Xavier. Le monde politique a en général tendance à considérer que ces dispositifs sont menaçants. Et en réalité, tout ce qu'on constate, c'est qu'ils sont loin d'être menaçants. Au contraire, ils sont aidants aux politiques. Ils aident les politiques. Ils aident les politiques où souvent, dans des situations difficiles parfois, les politiques, le nez dans le guidon, c'est le cas aujourd'hui, Covid-19, etc., a du mal à réfléchir à long terme, etc. Et ils trouvent dans la société civile un acte très important. Et c'est comme une collaboration en fait. C'est-à-dire que ces dispositifs sont une passerelle entre le monde politique et la société civile. Et donc il s'établit en réalité une véritable collaboration. C'est pas une antinomie. Mais souvent, effectivement, la première réaction, c'est « oula ». La société civile va intervenir, ça va être difficile. Pourquoi vous? Pourquoi l'après? Pourquoi Mia? Pourquoi vous? Vous arriveriez à convaincre les politiques et dire mais si, on est là, ça va marcher? Bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié ça, il y a beaucoup de cas de figure à étudier qui démontrent ça. Donc il suffit simplement de porter cette connaissance auprès des politiques. Enfin, c'est ce que je crois en tout cas, c'est ma conviction. Je pense qu'il y a tout simplement une pédagogie à faire. Et à nouveau, je comprends la difficulté du métier de politique. C'est très compliqué. Et on n'a pas forcément le temps de s'intéresser comme ça à des outils qui sont expérimentés à travers le monde. Donc, j'en sais rien, je ne suis pas la passé politique, mais en tout cas, j'imagine qu'avec une bonne pédagogie, il y a une compréhension au bout du chemin. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Par exemple, en métropole, tous ces dispositifs participatifs qui se sont faits beaucoup au niveau des communes, les premières actions des maires, des élus municipaux, c'est souvent un recul. Et en fait, à partir du moment où ils franchissent le pas, ils s'aperçoivent que c'est très positif. À la fois, leurs citoyens sont contents, et comme ils sont contents, ils votent à nouveau pour eux, par exemple. Sébastien? Oui, moi je réagirais sur le dialogue indispensable qu'on doit avoir entre la société civile qui, bien souvent, peut être amené à des groupements associatifs ou à des syndicats. C'est la société civile, je dirais la société civile organisée, comme on l'appelle, c'est le regroupement de citoyens sous différentes bannières. Elles peuvent être syndicales, elles peuvent être associatives. L'enjeu est comment se passe le dialogue avec justement les forces politiques. Et en tant que collectif MIA, c'est vrai qu'on a eu un premier accord avec un entretien avec le gouvernement sur les notions d'urgence écologique et climatique. Rendez-vous avait été promis, on est plus d'un an après et on attend toujours ce rendez-vous. Donc voilà, par exemple, la difficulté qui peut amener une certaine frustration, parce qu'il y a quand même, on parlait, tu disais les métiers des politiques. Le métier de politique n'est pas évident, j'en suis intimement persuadé. Mais dans les associations, c'est pas des métiers, c'est des bénévoles, c'est des volontaires qui passent du temps, des heures, qui font avec toute leur âme, tout pour leurs enfants, bien souvent, pour l'avenir du pays. Les politiques aussi, mais on n'est pas sur le même registre, et de ne pas être écouté quand on passe du temps bénévolement. C'est quelque chose qui est à un moment très, très, très frustrant et qui peut amener à des mobilisations, des manifestations plutôt que du dialogue qui pourrait être très simple. Alors j'ai cru que vous aviez une question. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi. On parle des relations avec les citoyens et les politiques, mais on ne parle pas de la question sur laquelle on est venu là. Comment fédérer les citoyens? C'est là tout le... Alors, les deux blocs, ils sont toujours là. C'est l'actualité. les deux blocs politiques, vous voulez dire? Pas forcément, c'est la société civile qui fait des blocs. Donc la société civile doit être au-delà de ça, prendre de la hauteur et comprendre certaines choses, c'est-à-dire faire preuve de beaucoup de résilience. Et ça, pas beaucoup de chance. Comprendre d'un côté qu'il n'y a qu'une seule issue du processus qui est en cours, que ce soit dans 2 ans, dans 12 ans, dans 17 ans, dans 70 ans.
Il y aura ces deux blocs. Et tant que l'issue ne sera pas là, comme nous l'a dit le Premier ministre, un entonnoir. Ça, c'est pour la partie loyaliste. Pour la partie indépendantiste. Tant qu'on comprendra que l'alliance avec la France, la négociation maintenant, est nécessaire pour ne pas arriver à ce qu'on veut tous éviter la guerre, il faut s'échapper de ces deux blocs anglo-américains et prendre les deux blocs. C'est-à-dire accepter qu'il n'y a qu'une seule issue. Et ok, ben c'est l'occasion de créer quelque chose. Et couper l'herbe sur le pied de nos deux blocs. Et après, ensuite, par finalité, c'est là qu'on vient à la troisième loi. Mais ça veut dire changer les lois, changer la Constitution, et tout ça. Mais ça veut dire être obligé d'aller. Mais ça veut dire qu'il faut tout choisir. Où est le premier? Je voudrais dire deux choses par rapport à ça. La première, je pense que la population canadienne, elle fait preuve de résilience. Moi, j'en suis convaincu parce que, vu le niveau où on est actuellement, je pense qu'on fait preuve d'une grande résilience. Et vu ce qu'on est capable d'accepter, c'est qu'on fait quand même preuve de résilience. Mais effectivement, la crainte, c'est que cette résilience, on l'abandonne par désespérance. Et je pense que pour arriver à fédérer la société civile, ce que vous exprimez d'une certaine manière, je pourrais l'exprimer d'une manière, c'est le projet. C'est du projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur des projets, effectivement, prendre de la hauteur, avoir une vision, c'est travailler sur des projets. Donc, effectivement, il y en a qui vont avoir du projet sur des questions qui sont plus liées au développement durable, à l'écologie, etc. Puis il y en a d'autres qui vont plutôt avoir envie de travailler sur des questions liées à la production locale. Et puis il y en a qui vont avoir plutôt envie de travailler sur des questions liées à la formation, à l'emploi. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à fédérer. Et c'est l'intérêt du groupe L'Après aujourd'hui, c'est de rassembler des gens qui veulent travailler sur des projets, d'accord ? Effectivement, une fois qu'on s'est rassemblés, qu'on a travaillé ce projet, là, ça fait 7 mois quand même que ces personnes réfléchissent, échangent, avancent, reculent parfois, mais génèrent du projet. Et, la question, une fois qu'on a fédéré la société civile d'une manière ou d'une autre, la question c'est comment on passe à l'étape suivante pour mettre en œuvre. Et ça, c'est la deuxième question. Et c'est pour ça que la question sur les conventions citoyennes, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut accompagner pour que la réflexion sur des projets de la société civile, effectivement, on les fasse passer à l'étape de mise en œuvre, de déploiement, et donc que ça apparaisse comme un soutien aux politiques, aux décideurs. C'est l'enjeu qui va venir. Et je pense que dans les 5 mois qui viennent pour la Calédonie, c'est un enjeu majeur. Parce qu'effectivement, on peut continuer à s'affronter les uns les autres pendant des années et des années. Je pense qu'il y a un moment où on va finir par se taper dessus à nouveau pour de vrai. C'est pas ce qu'on peut souhaiter ni pour nous ni pour nos enfants. Et donc, c'est comment est-ce qu'on a la capacité, effectivement, à partager un projet commun qui crée une quasi-unanimité. Il y aura toujours des gens qui n'adhéreront pas, mais qui puissent créer l'unanimité. Et je pense que c'est vraiment autour de projets, en fonction de nos appétences. C'est autour de projets qu'on peut réussir à fédérer la société civile. La difficulté, c'est effectivement ce qui on revient à la première question, c'est que quand on a une société civile qui se regroupe, quand on a des entités de la fédération de la société civile qui se regroupent pour réfléchir, effectivement, ça génère de la peur à l'extérieur avant tout, mais il faut dépasser ce niveau-là. Et la première question, il faut se poser avant de réfléchir à ça. Quelle démocratie? Parce qu'aujourd'hui, avec ces deux blocs, la démocratie n'existe pas. Vous voulez peut-être répondre au monsieur donc, sur fédérer la société civile? Pour fédérer la société civile, il faut créer des liens. Parce que la société civile dans ce territoire est différente. Elle n'est pas unique. Donc dans la mesure où il y a plusieurs sociétés civiles dans ce territoire qui fonctionnent sur cette activité, sur ce territoire, il faut créer des liens entre cette société civile. Si on ne crée pas des liens entre cette société civile, ça ne marchera pas. Alors dans ces projets, il faut des liens. Donc il faut mettre en place des liens qui puissent avoir justement dans ce projet toute la composante de la société civile de ce territoire. Et ça c'est important. Parce qu'on a trop tendance à faire des projets pour une société civile, mais c'est toujours les mêmes qui arrivent. Alors il faudrait peut-être aller chercher les autres pour pouvoir créer des liens. Si on ne va pas les chercher, ils ne bougeront pas. C'est important. Moi, je voudrais aller un petit peu dans le même sens que Valentine, mais dire 2 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que l'émergence de la société civile dans le débat public, c'est le moment de le faire maintenant.
parmi les interlocuteurs institutionnels qui vont gérer la situation de crise dans les 5 mois qui viennent, comme vous le dites, il y a l'État qui me paraît être le seul à avoir fait ouvertement un appel du pied à la société civile. Monsieur Lecornu, avant de partir, a dit qu'il faut que toutes les composantes de la société civile s'expriment. Donc, une des premières choses qui me paraîtrait absolument nécessaire, c'est d'informer le Haut-Commissariat, si ce n'est pas déjà fait, que cette démarche de l'après existe déjà depuis plusieurs mois et que la mayonnaise est en train de prendre et qu'on peut considérer, il y aura peut-être d'autres pôles d'émergence d'idées dans la société civile, mais pour le moment, il y en a un qui émerge et qui commence à fonctionner. La deuxième chose, pour revenir aux conventions citoyennes, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, vu la diversité des communautés, le seul endroit où tout le monde est obligé de travailler ensemble, c'est la commune. Les gens qui n'ont pas suffisamment droit à la parole publique, ce sont les maires des communes, ceux qui se débrouillent tous les jours à faire vivre ensemble des gens qui ont des conceptions complètement différentes et qui doivent s'arranger pour que l'eau reste potable, pour que les eaux ne soient pas inondées, pour donner les permis de construire, etc. Il faut absolument qu'on bâtisse une structure de concertation qui tourne autour des communes et que les maires soient les animateurs de ces tables rondes. Alors après, les modèles, ils existent. Je voudrais d'ailleurs sur ce point-là dire qu'on pourrait diffuser largement le film Demain, qui a maintenant peut-être 2 ans. Toute la troisième partie, c'est la partie institutionnelle, et des exemples de démocratie directe en Inde et ailleurs. Il y en a plusieurs. Ça serait bien même d'essayer de demander à RFO de nous le passer un soir en organisant un débat autour de ça pour essayer encore de faire prendre la mayonnaise dans la société civile. Voilà ce que je propose. Merci de toutes ces interventions. Je voudrais essayer de répondre un peu selon ma vision du monde. Hein. Alors, j'ai commencé par monsieur. Ces dispositifs, ils existent à toutes les échelles. Ça peut être une échelle communale, ça peut être une échelle, pour nous, provinciale, et ça peut être une échelle territoriale. Et il y a même des dispositifs qui ont été menés à l'échelle internationale. Donc, c'est simplement une question souvent de qu'est-ce qui intéresse les gens à quel niveau. Donc, vous parlez de la politique de l'eau, effectivement, c'est directement lié à la commune. Ça peut être des assemblées citoyennes qui s'occupent localement de la gestion de l'eau. Après, je rebondis sur la question du monsieur, sur cette polarité de la société calédonienne, comment on en sort, comment on intègre tout le monde, comme disait aussi madame. Alors, moi, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est la Constitution, c'est-à-dire quel est le modèle de société qu'on a envie de partager, quelles sont les valeurs qu'on a envie de partager, et comment on peut construire ce modèle-là. On peut difficilement mettre 300 000 citoyens autour de la table. Mais malgré tout, comment construire ce modèle avec une représentation de toutes les composantes de la société, comme disait madame. Ça, c'est un des objectifs d'une convention citoyenne. Pourquoi ? Parce qu'on tire au sort les citoyens, donc vous avez forcément une représentation de toutes les visions du monde dans cette convention citoyenne. Je pourrais dire effectivement la vision du monde kanak, la vision du monde plus généralement océanienne, la vision du monde occidental, etc. Donc dans ces dispositifs, vous avez toutes ces visions du monde qui échangent, qui coopèrent et qui finissent, si on choisit ce thème-là pour la Convention citoyenne, qui finissent par potentiellement élaborer un modèle de constitution ou un modèle sociétal, lequel pourrait très bien être soumis à référendum en lieu et place d'un référendum oui-non, qui n'arrange pas grand-chose de mon point de vue. Voilà. Je voudrais juste rebondir aussi sur quelque chose qu'a dit Xavier. Il y a eu des essais en Calédonie et ça n'a pas forcément produit ses effets. Alors, il faut voir que ce genre de dispositif, c'est extrêmement structuré, ça demande énormément de compétences, ça demande aussi du temps et de l'argent. Un processus qui n'est pas bien fait, c'est sûr, il avorte et il génère beaucoup de frustration. Par contre, les processus qui sont bien faits, et on sait aujourd'hui, toujours si je fais référence à l'OCDE, ils ont fait un kit de recommandations pour bien construire une assemblée citoyenne, enfin une convention citoyenne. Donc voilà, il y a vraiment un chemin à prendre sur lequel il ne faut pas se louper. Merci. Bonsoir, excusez-moi. J'aimerais juste partager une réflexion avec vous. Je travaille dans la communication et je m'aperçois souvent que c'est l'un des problèmes majeurs ici en Nouvelle-Calédonie, c'est la communication. Je pense si on veut obtenir de nouveaux résultats ici,
il faut se doter de nouveaux outils, et notamment d'un nouveau modèle qui peut gérer ces outils. On est à l'ère du numérique. Je pense que dans les réflexions que j'ai eues, les discussions que j'ai eues avec les gens, on pourrait ici inventer ce qu'on appelle un réseau social citoyen, qui reprend un peu le concept de convention citoyenne, mais qui, contrairement à ce que vous disiez, on ne peut pas réunir 300 000 personnes autour d'une table. À travers le numérique, on peut le faire. On peut rapprocher les acteurs. On peut créer des tables rondes. On peut se doter d'énormément d'outils à travers un réseau social citoyen. Et s'il est bien utilisé, ça peut devenir l'interface de la société civile, à l'instar du CESE par exemple, qui aujourd'hui est fonctionnel, enfin qui existe en tout cas, qui a des lignes budgétaires, qui a des représentants, mais qui, à mon sens, ne représente pas complètement la société civile. Et grâce au numérique, on pourrait y arriver. Maintenant, comment fédérer la société civile? Tout le monde ne va pas forcément vouloir participer, surtout sur un état de création, sur un outil comme ça. Moi là, je parle d'une création sur 20 ans. Que les jeunes, les enfants s'approprient cet outil, qu'on le plébiscite à l'intérieur des écoles, de manière à ce que les gens sachent comment l'utiliser. Et l'idée, ça serait que tout le monde puisse poster des idées, être force, être moteur de solutions, et que par le biais de la viralité des idées, les gens puissent appuyer telle ou telle idée. Donc faire remonter aux politiques l'émergence d'idées fortes pour constituer notre société, la vision qu'on a de notre société. Alors, comment on pourrait faire ça? L'idée, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on paye en avance des promesses. Par nos impôts, on paye effectivement des choses qu'on souhaiterait voir émerger, mais qui n'émergent pas forcément. Avec un réseau social citoyen où les gens posteraient des idées, agrégeraient des compétences, on pourrait très bien voir émerger donc des idées, plébiscitées par la population, mises en application par les politiques. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait des consultants, à la fin, qui seraient payés sur le résultat escompté et quantifiable. Donc si par exemple un groupe de personnes comme Mia par exemple ou d'autres font émerger des actions ou des idées qui sont adoptées à l'échelle d'une commune, d'un quartier ou du territoire, pourquoi ces gens-là n'auraient pas une rétribution? On parlait du bénévolat. Les gens s'épuisent au bénévolat. Si ces gens-là, en travaillant, en faisant ce qu'ils font avec cœur, avaient une rétribution sur les projets adoptés par la population, je pense que là, on a un modèle économique viable. On a quelque chose qui peut fédérer la société civile et la motiver à agir. Et là, on récupère le développement durable, c'est-à-dire que sur la grille d'évaluation des projets, le projet que vous souhaitez voir développer a une éco-responsabilité. Très bien, adopté. On pourrait pousser les curseurs au fur et à mesure pour voir émerger les projets que l'on attend et dont on a besoin. C'est une réflexion que je partage avec vous. Et c'est en effet une des approches qu'on a pris avec le collectif MIA, et c'est à ce moment-là que moi je suis justement rentré dans les ateliers du collectif MIA, avec moi aussi une petite expérience en matière d'outils numériques. Et tout le confinement, moi je le dis souvent en plaisantant, les gens de MIA sont mes amis de confinement en Calédonie. Bon, ça a duré peu de temps. On est toujours amis, mais je veux dire, le confinement n'a pas été très long. Et on a développé ensemble des outils numériques. Et qu'on soit à Touhou, à Pointe-Dimier, à Bourail, etc., on a travaillé ensemble. Donc cet outil-là, on a pu l'utiliser. La limite de tout ce qu'on dit là, c'est que sur beaucoup d'outils numériques, on est sur de l'écrire, du lire, du parler, et il faut de l'action. Et nous, ce qu'on peut se rendre compte de notre petite expérience d'association, pour la plupart à dominante environnementale, c'est que c'est l'action qui fait aussi que les gens se rencontrent, que les gens s'apprivoisent et que les gens ont envie de faire des choses ensemble. Et c'est là où, en termes de lien, comme disait Madame, moi je crois vraiment, de toute ma vie, j'ai toujours passé ma vie dans les associations, je crois que le monde associatif, le monde bénévole, est un endroit où on peut, je dirais, s'exprimer pleinement, aller au fond de ses idées et partager avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas croisés dans nos activités professionnelles ou à l'école avec nos enfants, mais on va faire des choses ensemble au niveau associatif. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi, le monde associatif, est un des meilleurs moyens de fédérer, de mettre les gens ensemble, de constituer la société civile. Et je regrette, par exemple cette année, pour des raisons budgétaires, que la plupart des associations ont vu leur budget descendre de 20 à 70%.
Et ça, c'est inadmissible à l'heure où on nous demande d'un côté de fédérer la société civile, de couper les vivres de la plupart des associations du pays. Isabelle Laurent le disait tout à l'heure, il faut faire mieux avec ce qu'on a. Il faut faire mieux avec ce qu'on a. Donc c'est là où, au niveau du collectif MIA et dans un des ateliers qu'on menait, on a abordé la notion de monnaie locale complémentaire. C'est peut-être une des pistes qu'on pourrait envisager pour valoriser notamment l'activité bénévole et trouver une monnaie locale qui nous permette de valoriser nos échanges, de valoriser le temps de réflexion qu'on peut passer. Voilà, donc c'est en effet une des pistes sur lesquelles on est plusieurs groupes à avoir travaillé. Et j'ai bon espoir que d'autres personnes nous rejoignent et qu'on puisse faire prendre aussi là une réflexion, une mayonnaise dans l'esprit d'avoir une diversité monétaire. C'est pas une seule monnaie locale, on peut peut-être en avoir plusieurs. Dans l'environnement, on parle souvent de biodiversité, mais la biodiversité, elle s'applique aussi bien au niveau humain qu'au niveau monétaire. Aujourd'hui, on connaît une monnaie, le franc Pacifique ou l'euro, mais qu'est-ce qu'on a comme monnaie parallèle? Donc en Calédonie, il y a au moins 2 autres tentatives de monnaie locale qui ont existé. Hein. J'ai eu l'occasion de participer à une conférence il y a quelques semaines sur la monnaie, justement. Et on évoquait le mana, qui a été une tentative. Il y a une sorte de sel ici, je crois qu'il s'appelle fleur de Niaouli ou quelque chose comme ça. Donc il y a déjà des tentatives qui ont été menées, sur lesquelles on a envie d'approfondir et d'avoir d'autres personnes qui nous rejoignent. Mais là où j'insiste, moi, c'est l'importance des structures associatives pour mettre les gens ensemble dans l'action. Certaines personnes ont un cœur énorme, mais ne savent pas spécialement bien parler. Et il faut donner de l'action à ces gens-là. Le problème des associations, c'est qu'il faut leur... Elles veulent bien travailler, mais il faut une motivation. La motivation, c'est aussi un problème de financement. C'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'associations qui n'ont plus des moyens financièrement pour pouvoir continuer à faire adhérer les personnes qui sont avec eux. Par exemple, quand on va dans les tribus, on ne peut pas demander à une femme de faire quelque chose si on n'a pas quelque chose pour l'aider. Ça aussi. Parce que moi aussi, je parle aussi dans les tribus, on a les espaces tribales, les espaces claniques. Pourquoi ne pas à ce moment-là voir avec les personnes qui sont responsables des chefs de clan ou les grandes chefferies, et à ce moment-là leur dire, avec vos espaces claniques, on peut faire de l'agriculture. À ce moment-là, les aider financièrement. Parce qu'ils n'ont pas non plus ce problème aussi, il y a ce problème financier qui est important. Donc là aussi, je pense qu'on peut aussi, il faut les motiver. La motivation, la plupart du temps, ça vient du financement. Si le budget n'est pas là, eh bien, il n'y a pas de motivation. Ça aussi, je crois qu'il faut le dire. Et il faut aussi dire que, bon, par rapport à ces espaces claniques dans ce territoire, c'est parce qu'il manque. Et c'est justement ces espaces claniques, il faut les valoriser. Parce que ça peut aussi aider les tribus, la population tribale, aussi de vivre en communauté et mieux avec les autres. Parce qu'il y a toujours, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours ce lien qui est créé depuis la colonisation, c'est terrible ce lien qui n'arrive pas à se renouer. Pourquoi? Parce que, je m'excuse de le dire, mais il y a aussi les politiques. Hein. Alors de ce côté-là, moi je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je sais que je vais être très virulente, alors je m'arrête là. Voilà, merci. Bonjour. Je crois que je vais rejoindre un peu monsieur, parce que vous me parlez des associations. Moi aussi, je fais partie d'une association. Les associations, c'est bien, c'est rempli de bénévoles qui se donnent corps et âme à leurs activités, mais c'est limité géographiquement. Vous me parlez de Touault et tout, c'est très bien. Les associations pourraient s'appuyer sur le numérique, parce que la diffusion du numérique est quand même beaucoup plus rapide et géographiquement beaucoup plus grande. Donc il pourrait y avoir des idées de monsieur qui vous rejoignent. Et ça pourrait, je pense, faire avancer beaucoup plus vite que de rester juste une association et de l'autre côté, le numérique de l'autre côté. Je crois que les deux choses sont complémentaires. Ce serait pas mal. Alors, je vais juste revenir sur le numérique dans les dispositifs qui sont mis en œuvre, les dispositifs de participation citoyenne dans le monde. Bien sûr, on associe toujours le numérique. Et c'est-à-dire qu'en plus des débats qui sont conduits par les gens tirés au sort, bien sûr, ça s'ouvre sur la société civile et souvent à travers des outils numériques. Des gens qui peuvent, comme vous dites, poster des idées, etc. C'est même une voie de recherche. On essaye de voir comment le numérique peut de plus en plus contribuer à ce qu'on appelle la démocratie participative.
Donc ce sont des voies de recherche qui sont menées. Ceci dit, alors je ne suis pas un spécialiste en numérique, j'ignore dans quelle mesure il peut réussir à faire ce que fait une assemblée de personnes qui discutent en face à face. Il y a aussi un autre problème, c'est que dans ces dispositifs, pour que les échanges se passent bien et soient productifs, il faut absolument ce qu'on appelle une facilitation, et une facilitation experte. Je ne sais pas comment cette facilitation experte serait faite à travers les outils numériques. La facilitation, ça veut dire permettre à chacun de s'exprimer, même s'il est timide, renfermé, etc. Éviter que d'autres qui ont de la connaissance, qui sont des experts, qui ont une facilité à s'exprimer, prennent le pas sur l'ensemble du groupe. Voilà, tous ces mécanismes-là sont très très importants, conditionnent la réussite du dispositif. Je ne sais pas comment ça se ferait à travers le numérique. Alors, deux choses. Si je peux répondre. Oui, je vous en prie, c'est pour ça. Il y a déjà un réseau social citoyen qui existe, qui a été développé à La Réunion. Il y en a d'autres. Et ce sont des outils qui sont en open source, c'est-à-dire qu'on peut adapter le code source de ces outils et les adapter à des spécificités locales. Premier point, ces outils permettent le rapprochement des acteurs sur un territoire. Le numérique n'empêche pas le rapprochement des acteurs, il le facilite. C'est-à-dire qu'on peut imaginer par commune, comme disait monsieur, des rassemblements. Mais derrière, moi ce que je vois, c'est la facilitation pour faire émerger les idées. C'est-à-dire que si les gens appuient les idées, les politiques n'auront pas d'autre choix que de les accepter au bout d'un moment. S'il y a 50%, 60%, 70% d'un quartier, d'une commune, du territoire qui se motive derrière une idée, on peut la faire passer plus facilement qu'avec un système associatif qui va travailler avec un travail de fond et qui va être très pénible et très très long. Donc là, les idées, à mon sens, pourraient émerger beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai l'impression que les idées, c'est pas. On prend le problème à l'envers. Les idées, c'est pas tellement difficile à produire des idées. Il y en a partout. C'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est de les faire accepter par les politiques. Donc, on a un problème avec les politiques. C'est pas un problème d'idées. C'est qu'eux n'en n'ont pas la culture nécessaire, n'ont pas la curiosité, et ils ont d'autres centres d'intérêt liés à des curiosités que vous connaissez. Mais le problème, il est au niveau politique, il n'est pas au niveau citoyen, pas du tout. Moi, je reprends je vais répondre à monsieur parce que c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est que des citoyens se mettent ensemble, définissent des idées, au bout d'un moment on arrive à une limite, une sorte de plafond de verre, où les politiques veulent pas nous accueillir, et il faut en passer par de la mobilisation forte, on l'a vu ici, on le voit encore actuellement sur les questions minières notamment, mais nous on l'a vu sur les questions environnementales il y a quelques mois, on a pu le voir en métropole. Les conventions citoyennes ont eu lieu, des citoyens se sont réunis, ils ont défini des choses, 150 propositions je crois, pour au final rien. Jusqu'où on peut aller, ou comment s'y prendre pour avoir cet enjeu, ce rapport de force. Comment gérer ce rapport de force avec les élus? Et il y a une vraie question de démocratie. Dans l'OCDE, vous parlez de l'OCDE, je vous dis, il y a 280 projets qui marchent. Est-ce que vous avez des exemples de techniques, et là on parle de techniques démocratiques, de techniques qui marchent? Alors, ça, on en a besoin, c'est ça le vrai sujet. Il y en a une qui ne marche pas en ce moment, effectivement, c'est celle qui se déroule en métropole, c'est la Convention citoyenne. C'est un très mauvais exemple. Mais heureusement, la France n'est pas la seule à avoir expérimenté ce genre de dispositif. Et donc, ailleurs dans le monde, ça marche. Alors ça marche, c'est toujours pareil. Il y a des fois, ça marche très très bien dans certains pays, dans d'autres pays, ça marche un peu moins bien. Et il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est qu'il ne faut jamais commencer, enfin, c'est ce que je lis, je ne suis pas un expert du truc, mais il ne faut jamais commencer un dispositif participatif si vous n'avez pas une très forte garantie que les résultats de ce dispositif vont être examinés par les politiques, que le politique va y répondre positivement ou négativement, mais qui va expliquer pourquoi il répond positivement ou négativement, et qui va l'expliquer publiquement, voire qu'il aura des échanges avec le groupe de travail qui seront publics. Donc il y a tout un tas, j'allais dire, on essaye, entre guillemets, excusez-moi le terme, de coincer le politique en établissant des règles du jeu pour qu'effectivement, au bout du compte, il soit au moins contraint d'examiner, au moins contraint de justifier, et on va jusqu'à même lui demander d'évaluer les conséquences de la prise en
en compte des recommandations. C'est-à-dire qu'une recommandation a été acceptée, qu'est-ce qui s'est passé après, comment ça a été concrétisé en termes de politique publique sur le terrain, etc. Donc tout ça, c'est des questions qui sont effectivement rémanentes, qu'on voit toujours à travers ces dispositifs. Donc il y a des solutions qui ne sont pas forcément parfaites, mais ça existe. C'est aussi sans doute dépendant de la culture du pays, de la façon dont les gens travaillent, etc. Après, on peut aller un tantinet plus loin. Il y a des pays où ils ont carrément institutionnalisé la participation citoyenne. Donc, du coup, les règles qui sont « vous devez faire ce qu'on vous dit », entre guillemets... C'est quoi ces règles? Comment on fait? Par exemple, il y a une règle que vous connaissez dans certains pays, comme la Suisse, où si c'est inscrit dans la législation, si vous avez plus de temps de citoyens qui émettent une idée, un projet, eh bien, le gouvernement est obligé d'y donner suite sous forme d'une réglementation. À l'inverse, ça peut être aussi une contestation d'une réglementation qui existe. Donc ça, alors il y avait un exemple qui était très, très significatif dans le rapport de l'OCDE qui m'a fait sourire. Il y a une ville en Pologne qui s'appelle Lublin où ils ont institutionnalisé un dispositif participatif. La ville comporte 357 000 habitants et il suffit de 350 signatures sur une idée pour qu'elle soit prise en compte. Ça fait 10%. Eh bien, vous faites le calcul, ici on est 300 000, voilà, il faut 300 signatures pour enclencher quelque chose. Mais ça, c'est inscrit dans la loi. Donc il faut effectivement convaincre le politique d'inscrire ça dans la loi au départ. Alors évidemment, à un moment, soit la pédagogie est suffisamment bonne pour que ce soit la bonne volonté qui l'emporte. Alors, je suis navrée, on va pas pouvoir... Alors, le gros intérêt, c'est que le débat est lancé et qu'il y a plein d'idées. Et comme le disait Valentine, il faut que ça sorte de ce groupe de 100 personnes, et c'est déjà très bien. Maintenant, l'idée, c'est que tous ceux qui ont envie de participer, j'imagine, Xavier, qui peuvent se greffer à l'après, qui peuvent arriver, qui peuvent participer et diffuser. Maintenant, c'est quoi juste la marche à suivre ? Effectivement, le groupe est un groupe ouvert. Aujourd'hui, c'est un groupe qui a créé une page Facebook et il suffit de communiquer sur Facebook pour demander à intégrer les groupes. Et puis, il va y avoir une communication sur la suite des rendez-vous qui seront donnés. Et donc, chacun peut venir participer. C'est un groupe ouvert. Juste au passage, sur les problèmes de financement d'associations, c'est aussi quelque chose que le groupe l'après connaît. Donc, pour arriver à récupérer 3 clopinettes, il faut quasiment se prostituer en Calédonie. Donc c'est un peu compliqué. Mais à côté de ça, moi je le redis, que tout le monde m'annonce que les budgets des associations sont supprimés, qu'il y a plein de décisions où on supprime des aides, etc. Moi j'ai vu personne se lever dans la société civile pour dire ça va pas, faut s'arrêter. Donc il y a aussi un moment, et c'est l'engagement citoyen, il est là, c'est qu'il y a un moment il faut se lever, il faut dire les choses. Et je pense que c'est aujourd'hui, je n'ai pas entendu des gens se lever sur des décisions qui ont été prises récemment en Nouvelle-Calédonie, sur des financements quels qu'ils soient, alors que c'est des financements qui sont en train de boucher l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a un collectif d'associations qui a quand même réuni 70 associations de tous les secteurs l'an passé, pour faire un appel au secours sur la question du financement de la vie associative, qui a fait une conférence de presse, c'était donc début 2019, qui a écrit aux politiques sans jamais être reçu par aucun des politiques nulle part. Donc je veux dire, au moment du Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a toute une partie des structures culturelles qui se sont réunies entre elles, qui ont fait pareil, un appel au secours sur la question du financement. Moi je ne suis pas tout à fait sûr qu'il n'y ait pas des signaux d'alerte qui quand même émergent de temps en temps. Autant je partageais juste là ce qu'a pu se dire, autant là-dessus, moi je pense qu'on a des signaux qui nous disent en ce moment qu'il y a des appels au secours, qu'il y a des choses qui sont remises en question, en tout cas qui sont interrogées par la société civile. Sûrement, je suis désolé, après Anne-Claire va m'engueuler, donc on va s'arrêter, mais le débat est ouvert. Sûrement, sauf qu'aujourd'hui, écrire un courrier à un politique, je le dis simplement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des politiques qui arrivent à vous regarder droit dans les yeux en vous disant « j'ai jamais reçu ». C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, finalement, la vraie question, c'est celle que Étienne posait juste avant, c'est la question des rapports de pouvoir, des rapports de force, de qu'est-ce qui fait entendre aux politiques quelque chose par rapport à ce qui émerge de la société civile, au-delà même de la capacité qu'elle a à se fédérer. On a rencontré le gouvernement en tant que l'après, d'accord, pour leur dire ça serait bien qu'on partage avec vous. Ils ont dit oui, il faut qu'on partage, il faut qu'on organise une institution avec les collectivités. C'est là qu'ils ont généreusement attribué 500 000 francs de subventions pour organiser les restitutions, etc. Et depuis, pas de son, pas d'image. Mais ils ont des sujets beaucoup plus importants à traiter.
Est-ce que la conclusion là, de cette table ronde, c'est justement, d'après les échanges qu'on a eus, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire passer notre message politique, comment est-ce qu'on arrive à leur tordre le bras pour faire adopter notre idée. Et finalement, on voit que même dans la finalité du groupe de travail, c'est d'aller faire une restitution politique. On voit finalement qu'en fait, on critique un système, mais de manière indirecte ou même directement, on est en train de retomber effectivement dans le mécanisme sans forcément prendre de la hauteur pour penser à autre chose. Et je rejoins un petit peu le message de tout à l'heure, la première intervention, qui disait grosso modo, il faut qu'on arrive à couper peut-être l'herbe à nos politiques, à nos décideurs et à notre système institutionnel et même social, pour réussir à sortir finalement de notre manière de penser, puisqu'aujourd'hui on parle bien d'un changement de notre société civile et de notre société même autre que civile, de la manière dont nous vivons en tant que personnes sur la planète. Hein. C'est un petit peu ça, tout l'objet de l'IA et tout l'objet de l'après, d'après ce que je me dis. Merci à tous. Et pour le coup, vraiment, le débat reste ouvert et la mobilisation, surtout peut-être pour arriver aux 70% qui feront plier le politique, comme vous le disiez. Peut-être que... Bref. Merci. Et on va passer à la suite sur le modèle économique et social qui est finalement très lié de toute façon à cette première thématique.